Mes chers compatriotes, je voudrais vous parler aujourd'hui de l'une des têtes de liste aux élections européennes, dont on parle quand même pas mal, en tout cas qui a table ouverte bien entendu sur CNews. Je veux parler de Madame Marion Maréchal, qui est à la tête de la liste Reconquête. Alors, on en entend parler, un peu moins quand même que de M. Bardella qui a droit à toutes les antennes, mais on entend quand même beaucoup parler de Madame Maréchal, en tout cas plus que de moi, évidemment, sur les grands médias. Et alors, je voudrais attirer votre attention sur les quelques déclarations qu'elle a faites récemment et qui permettent de bien cerner, en fait, son positionnement politique et ce qu'elle propose aux Français, au-delà de tous les fantasmes que peuvent avoir un certain nombre de ses électeurs. Alors, les points que j'ai relevés au cours, disons, des 15 derniers jours, le premier point, c'est qu'elle s'est félicitée. Elle s'est félicitée d'avoir passé un accord avec Madame Meloni, la présidente du Conseil italien, l'équivalent de notre Premier ministre, à la tête de Fratelli d'Italia, qui est son parti politique, puisque il a été convenu entre les deux femmes que si la liste Reconquête a des députés au Parlement européen, eh bien ils seront dans le même groupe que le parti de Madame Meloni. Et donc tout va très bien pour le meilleur des mondes et ils se félicitent, se congratulent avec des photos, etc., etc. Alors, je rappelle quand même que Madame Meloni, c'est quand même quand on est en Italie ou bien quand on est en France et qu'on s'intéresse à la politique italienne, c'est quand même la trahison par excellence. Madame Meloni s'était fait, je l'ai déjà dit 50 fois, s'est fait élire fin 2022 sur la thématique de l'immigration en disant qu'elle allait plus y avoir un seul immigré. Il y avait des affiches, c'était blocus navale, c'est-à-dire blocus naval, fuori gli stranieri, dehors les étrangers, etc., etc. Une fois qu'elle a été élue, elle a fait tout le contraire. Elle a annoncé d'ailleurs, Madame Meloni, qu'au cours de l'année 2024, eh bien, elle allait accorder plus de 452 000 permis de séjour à des nouveaux migrants. Donc c'est une trahison totale, une cocufication générale, que j'avais été d'ailleurs le seul à annoncer en fin 2022, au moment où d'un côté, à gauche, on disait que ce serait une horreur, c'était la descendante de Mussolini, et qu'à droite et à l'extrême droite, M. Ciotti, M. Dupont-Aignan, Mme Le Pen, M. Bardella, M. Zemmour, tout le monde se félicitait de cette élection qui allait, paraît-il, tout changer. Ben non, en fait, ça n'a rien changé du tout, si ce n'est qu'il y a désormais plus de migrants qui arrivent dans l'Italie de Meloni que ça n'était le cas avec son prédécesseur, avec Mario Draghi. Alors c'est avec cette femme, cette traîtresse en fait, que Madame Marion Maréchal se montre comme si c'était quelque chose de formidable que de faire cette alliance et de se retrouver dans ce groupe. Donc ça c'est quand même le premier point. Il faut quand même avoir je sais pas s'il faut avoir dans les yeux pour ne pas voir que si Madame Marion Maréchal arrivait un jour au pouvoir, elle nous ferait une Meloni 2.0. Puisque je rappelle que j'avais annoncé que Meloni trahirait forcément son électorat, puisque elle veut rester dans l'Union européenne comme Marion Maréchal, elle veut rester dans l'euro comme Marion Maréchal, elle veut rester dans l'OTAN comme Marion Maréchal, elle s'attaque à la Russie, elle est du côté de l'Ukraine comme M. Zemmour et Marion Maréchal, donc c'est exactement un clone. Mais il y a une information alors qui est vraiment passée pratiquement inaperçue, parce que d'abord c'est un pays auquel les Français portent à tort très peu d'attention, mais en plus de ça, parce que les médias n'en ont pas parlé, je veux parler des élections qui ont eu lieu récemment, de l'élection présidentielle notamment en Finlande. En Finlande, il y a eu une élection présidentielle, actuellement donc il y a un nouveau président élu qui prendra ses fonctions dans quelques jours, le 1er mars. Et ce monsieur s'appelle Alexander Stubb. Alors c'est un homme qui a déjà une longue carrière politique derrière lui. Cette élection a été... moi je n'ai vu aucun responsable politique français. Peut-être je suis passé à côté. Mais j'ai vu aucun responsable politique français se féliciter de cette élection du nouveau président finlandais, sauf justement Madame Marion Maréchal. Alors regardez le communiqué qu'elle a publié. Donc c'est un communiqué du 13 février, et elle me dit « Finlande, Marion Maréchal salue la victoire de la coalition des droites.
Marion Maréchal, tête de liste de Reconquête aux élections européennes, salue la victoire de la coalition des droites en Finlande avec l'élection à la présidence d'Alexander Stubb. Cette victoire et l'excellent résultat de Jussi Halla-aho, président du Parti des Finlandais, arrivé troisième lors du premier tour de l'élection, vont permettre de reconduire le gouvernement de coalition des droites et la présence du Parti des Finlandais dans celui-ci. Ce résultat démontre une fois de plus que le chemin de la victoire passe par des coalitions permettant de l'emporter face à la gauche et de gouverner avec cohérence. C'est une bonne nouvelle pour la Finlande, bien sûr, mais aussi pour toute l'Europe, puisque l'Alliance des conservateurs européens en sort renforcée. L'Alliance des conservateurs européens étant justement le groupe dans lequel Mme Marion Maréchal prétend siéger si elle a des députés. Alors, évidemment, 99,99% des Français passent à côté de cette information. Ils ne savent pas qui est Alexander Stubb, ils ne savent pas qui est M. Jussi Halla-aho, je ne sais pas si je prononce bien, qui est du Parti des Finlandais. Et ils n'avaient pas vu que Mme Marion Maréchal se félicitait de ça. Mais je suis là pour ça aussi, pour essayer de donner aux Français des clés de compréhension, pour leur permettre de voir ce qui va se passer s'ils votent, par exemple, pour Mme Marion Maréchal. Alors, qui est cet Alexander Stubb dont Mme Marion Maréchal se félicite de la victoire? Franchement, c'est un gag. Il n'y a pas plus européiste en Finlande que ce monsieur Alexander Stubb. D'abord, il est né de la minorité suédoise en Finlande, parce qu'en Finlande, il y a donc les Finlandais, puis il y a une minorité suédoise, il y a donc deux langues, il y a le finnois et le suédois, donc lui il parle les deux langues. Et puis après ça, donc dans sa jeunesse, il est allé passer 5 années, jusqu'au moment où il a eu le bac, aux États-Unis, ou juste après le bac. Voilà, donc il a fait dans une université 5 ans aux États-Unis, dans sa prime enfance, entre 15 et 20 ans, ou entre 16 et 22 ans, quelque chose comme ça. Ça témoigne déjà d'un certain tropisme familial en faveur des États-Unis. Et puis ensuite, il est revenu, et très très rapidement, eh bien, il s'est engouffré dans toutes les institutions européistes possibles. Il a été au Collège de Bruges. Le Collège de Bruges, c'est à Bruges, donc ville de Belgique, où l'on a des étudiants venant de toute l'Europe. Et alors là, c'est vraiment l'école du parti, si j'ose dire. C'est-à-dire quelque chose qui a été fondé à l'origine parmi les pères fondateurs. Vous avez Alcide de Gasperi, qui était de l'époque de Jean Monnet, qui était l'italien, le chrétien-démocrate. Vous aviez Paul-Henri Spaak, qui était un Belge très proche des intérêts américains, enfin, etc. Donc ça, c'est ceux qui sont à l'origine notamment du Collège de Bruges. Et dans ce Collège de Bruges, eh bien, je crois qu'actuellement, le président est M. Van Rompuy, celui que Nigel Farage avait traité de serpillière humide, vous vous rappelez peut-être, qui avait été quand même très critiqué. C'est un Belge, mais de la partie flamande de la Belgique, d'ailleurs indépendantiste flamand. Et je crois que la directrice générale, c'est Mme Federica Mogherini, qui est une Italienne qui a sévi comme étant ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne ou représentante dans une commission précédente. Enfin bref, c'est là qu'il a fait ses classes, il est devenu chercheur, mais il y a encore mieux. Le mieux, c'est que donc ce monsieur Alexander Stubb, qui est né en 1968, eh bien en 1995, il avait 27 ans, eh bien il était un jeune chercheur, et donc c'est celui qui fait le travail. Hein. Il était à la conférence intergouvernementale pour préparer le traité d'Amsterdam, où il représentait la Finlande. Donc il a participé activement à la rédaction de ce traité d'Amsterdam, qui a été donc travaillé de 95 à 97. Il faisait partie des gens qui ont préparé le texte. Et ce traité a été conclu, signé en 1997, et il est entré en vigueur en 1999. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce traité d'Amsterdam, c'est justement celui qui a transféré toutes les politiques d'immigration au niveau communautaire. Avant, c'était de l'intergouvernemental, les politiques d'immigration, et à partir du traité d'Amsterdam, ça a été une des innovations importantes du traité d'Amsterdam, eh bien c'est devenu de nature communautaire, c'est-à-dire de niveau commission. C'est-à-dire que ça veut dire que les pays on leur a volé la souveraineté sur la politique migratoire. C'est quand même assez extraordinaire que Mme Marion Maréchal proclame son engouement pour ce monsieur qui a participé
entre l'âge de 27 et l'âge de 29 ans à l'élaboration de ce traité. Mais c'est pas tout. Parce qu'ensuite, il avait fait un tellement bon boulot, il a tellement bon état d'esprit européiste, qu'il a réembrayé sur la deuxième conférence intergouvernementale, celle qui a préparé l'élaboration du traité de Nice, voilà, qui est sorti en 2000 et qui est entré en vigueur, je crois, en 2002. Alors, le traité de Nice, lui, vous savez ou vous ne savez pas, je ne sais pas, mais c'est un traité qui est resté célèbre, si l'on peut dire, parce qu'il a apporté quelque chose de nouveau par rapport à tous les traités précédents, c'est qu'il a procédé au découplage de ce qui était une des bases même du principe de la construction européenne, c'était le fait qu'il y avait les grands États qui avaient le même nombre, notamment, de membres du Parlement européen, quelle que soit leur population. C'est-à-dire que jusqu'au traité de Nice, eh bien, il y avait l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni, qui était encore à l'époque dans l'Union européenne, eh bien, jusqu'en 2002, donc jusqu'au traité de Nice, ils avaient le même nombre de députés. Et puis il a été décidé avec le traité de Nice de rompre cette égalité. En France, c'est Jacques Chirac qui a accepté ce qu'il n'aurait jamais dû accepter, puisqu'on a argué, c'est toujours la même histoire, c'est toujours les Allemands qui toujours essaient de gratter à chaque fois qu'ils le peuvent un truc, comme ils ont gratté sur la politique concernant le prix de l'énergie, en disant oui, mais nous, on a du gaz, c'est nos centrales au gaz qui font tourner l'électricité, on souffre d'un handicap de compétitivité face aux Français, donc toujours à geindre. Et les Français, toujours le grand seigneur, eh bien, on a accepté la politique que le prix de l'électricité serait fondé sur le prix de fabrication d'électricité par les centrales à gaz en Allemagne, alors que nous, on avait un prix d'électricité qui était bien plus bas. Et là, c'est la même chose. Chirac, comme ça, c'est pas un problème. Il a dû jouer le coq gaulois, il a dû montrer, ou le pan qui fait la roue, il a donc donné son accord pour que maintenant la France ait moins de parlementaires que les Allemands. Voilà. Et tout le monde est tombé d'accord de telle sorte que c'est l'Allemagne qui a maintenant le plus grand nombre de parlementaires au Parlement européen. Eh ben ça, pour préparer, il y a d'autres choses dans le traité de Nice, enfin ça c'est l'un des sujets les plus symboliques qui a été décidé. Eh ben celui qui a participé à ce truc-là, eh ben c'est M. Alexander Stubb, voilà. Alors après ça, il avait participé à la préparation du congrès du traité d'Amsterdam, à la conférence intergouvernementale. Il avait fait du bon boulot, on l'avait renommé pour la conférence intergouvernementale préparant le traité de Nice. Et comme il a fait là aussi du bon boulot, eh ben qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il a été reconduit pour être membre de la conférence intergouvernementale pour la préparation du traité constitutionnel européen sous la houlette de Giscard, c'est qu'on a appelé la Constitution européenne. Voilà. Donc ce monsieur, c'est peu dire que c'est un européiste jusqu'au bout des ongles. Il a même été dans sa carrière conseiller dans la Commission européenne du temps où elle a été dirigée par Romano Prodi, qui était un Italien, qui avait succédé à la commission de Jacques Santer, un luxembourgeois qui avait été contraint à la démission dans un parfum de scandale, puisque plusieurs commissaires européens avaient été au centre d'un vertigineux scandale de favoritisme, de détournement de fonds publics, etc., de non mise en concurrence. Parmi les commissaires européens qui avaient entraîné la chute de la commission Santer figurait d'ailleurs Madame Édith Cresson, la commissaire française. Mais pour ce qui concerne notre Alexander Stubb, lui, voilà, c'est exactement un apparatchik européisme, mais jusqu'au bout, au bout des ongles. Il a tout. Il a fait toutes les conférences intergouvernementales. Il a été conseiller auprès du président de la commission Romano Prodi. Il a participé, il a approuvé le transfert de la politique migratoire au niveau de la Commission européenne et donc la volée aux États-nations. Il a approuvé le fait que l'Allemagne ait désormais plus de députés que tous les autres. Il a approuvé la Constitution européenne qui, comme vous le savez, a été retoquée par les Français avec le référendum du 29 mai 2005, dont la suite a montré que nos dirigeants européistes n'ont fait strictement aucun cas. Ça a été tout simplement mis au panier. Voilà. Alors, je terminerai ce propos sur Alexander Stubb en signalant au passage que, bien entendu, il est membre du groupe de Bilderberg. Voilà. Alors, autrement dit, voilà, c'est du gâteau. D'ailleurs, c'est la majorité qui est reconduite.
cette majorité qui a fait passer la Finlande dans l'escarcelle de l'OTAN avec Sanna Marin, qui était première ministre, et qui, à l'âge de Gabriel Attal, a fait ce que les Américains espéraient depuis des décennies, sans y croire, c'est que désormais la Finlande est entrée dans le camp de l'OTAN et maintenant en choc frontal face à sa longue frontière vis-à-vis de la Russie. Alors, Madame Marion Maréchal trouve ce type formidable. Alors, vraiment, ici, je prends un témoin, les gens qui m'écoutent. Enfin, vous comprenez la différence qu'il y a entre Madame Marion Maréchal et moi ? La différence fondamentale politique qu'il y a entre le Parti Reconquête et l'UPR ? Vous imaginez que moi, je me félicite qu'un type qui a ce pédigré soit élu président de la Finlande. C'est incroyable. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. D'ailleurs, en plus, elle en a rajouté, puisque comme j'ai lu son communiqué, vous avez vu qu'elle s'est félicitée de l'excellent score d'un certain monsieur Jussi Halla, c'est pas Allah ou Akbar, c'est Halla-aho, et qui est le président des Finlandais. Alors ça mérite là aussi un petit focus pour que vous sachiez de quoi on parle. En fait, ce monsieur Jussi Halla-aho, c'est un type qui est dans un parti politique qui s'est appelé le Parti des vrais Finlandais, qui maintenant s'appelle le Parti des Finlandais, et qui a été à la Finlande un peu ce qu'a été le Front National de Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire que son fonds de commerce, c'était de s'en prendre aux immigrés. Aux immigrés non finlandais, enfin non blonds aux yeux bleus, quoi, en gros. Hein, c'est-à-dire donc c'était son fonds de commerce. Donc il s'appelait le Parti des vrais Finlandais. Vous imaginez si en France il y avait un parti qui s'appelait le Parti des vrais Français, on imagine quel serait son positionnement politique. Eh bien, alors ça, c'est le... Madame Marion Maréchal se gargarise de ce que ce monsieur Jussi Halla-aho a fait un bon score. Il fait partie de cette coalition, mais en troisième position. Elle aurait pu dire deux mots sur qui est ce monsieur. Ce monsieur a fait des scandales inimaginables. Il s'est un peu assagi, hein, de même que le parti politique a oublié les vrais Finlandais. Maintenant, c'est le Parti des Finlandais. Mais il s'est un peu assagi. Mais dans les années 2006, par là, 2010, il avait fait des scandales retentissants. Il avait notamment publié sur son blog la liste des femmes politiques finlandaises assez connues dont il espérait, dont il disait qu'il se féliciterait si elles étaient violées par des immigrés. Ça avait fait évidemment grand genre. C'était quand même scandaleux. Bon. Donc, il avait fait des propos, il a tenu des propos qui l'avaient condamné pour des propos racistes, etc. Bon, voilà. En gros, c'est ça. Donc, en fait, les gens qui votent pour Madame Marion Maréchal, ils savent, il faut qu'ils sachent ce qu'ils auront. Ils auront des députés, des parlementaires européens, si elle franchit la barre des 5%, ce qui n'est pas du tout sûr. Eh bien, ils auront des députés qui feront du Mélanie 2.0 ou bien du Alexander Stubb 2.0, c'est-à-dire un total soutien à la construction européenne, total soutien à l'OTAN, total soutien à la guerre contre la Russie. D'ailleurs, M. Zemmour a repris à son compte tout le narratif faisant de Navalny une espèce de saint et martyr de la démocratie et des libertés fondamentales. Voilà, elle est tout à fait là-dedans, hein, Madame Marion Maréchal. Et accessoirement, eh bien, elle a des liens avec un parti, le Parti des vrais Finlandais, qui est un parti qui fera de temps en temps un scandale, histoire de bien mettre dans la tête de l'opinion publique que si on est un peu eurocritique, parce qu'il y aura de temps en temps, elle tiendra un propos eurocritique, c'est forcément qu'on serait d'extrême droite, anti-immigré, etc. Voilà. Hein, c'est le jeu qu'elle joue. Je terminerai ce petit tour d'horizon par le fait qu'elle a fait des déclarations très récemment. Là, elle a tenu, Madame Marion Maréchal, alors en France, elle a participé à un colloque. Et alors là, c'était un colloque sur les questions économiques. Et alors là, on a eu un parti ultra-libéral, de droite thatchérienne classique. C'est Giscard qui avait une phrase édifiante, puisqu'il disait que quand un État prélève plus de 40% de prélèvements obligatoires, eh ben, on bascule dans le socialisme. Petit rappel, nous sommes actuellement à 47%. Donc tout près du communisme. C'est-à-dire qu'elle a tenu des propos du style que en fait le problème en France c'est l'État. Donc finalement il y a trop de taxes, trop d'impôts, trop de ci, trop de ça. Je ne dis pas
qu'effectivement, les taxations sont excessives. Mais enfin, elle a dit à 47%, maintenant c'est le communisme. Bon, elle a tenu des propos, un peu de café du commerce, quoi. Bien sûr qu'il faudrait diminuer les prélèvements obligatoires, je suis le premier à le dire. Mais il faut être sérieux. Pour diminuer les prélèvements obligatoires, il faudrait tailler dans les dépenses, pas seulement de l'État, aussi dans les dépenses des collectivités locales. Moi, j'ai présenté dans mon programme présidentiel la suppression des régions. Madame, je ne crois pas que Reconquête propose la suppression des régions. Moi, j'ai proposé de diviser par 2 quasiment le nombre des députés. Je n'ai pas vu ça chez Reconquête. Moi, je propose de sortir de l'Union européenne. Ça nous fait 20 milliards d'euros d'économie. Je n'ai pas vu ça chez Reconquête. Ils veulent y rester. Ils sont d'ailleurs, ils n'ont pas dit un mot contre les transferts de dizaines de milliards d'euros à l'Ukraine. Donc moi, ce que je vois, c'est que Madame Marion Maréchal, elle tape sur les taux d'imposition qui sont trop élevés, mais on aimerait qu'elle nous donne la liste très précise des économies qu'il faut qu'elle fasse. Et puis, de façon fondamentale, ce discours anti-étatique, à mon avis, est vraiment le dernier à tenir en ce moment. La France est déjà beaucoup trop affaiblie. Le problème de la France, ça n'est pas que nous avons un État extraordinairement puissant, c'est que nous avons un État de plus en plus faible, une France qui est en train de se déliter, dirigée par des dictateurs, ça c'est une autre chose, qui sont en train de démantibuler la France. Donc la première chose à faire, ça serait au contraire de redonner aux Français confiance dans la France, dans l'État, montrer qu'il faut que la reprise en main de l'État va de pair avec effectivement des économies budgétaires dans un certain nombre de domaines, et en particulier déjà dans tout ce qui concerne les dépenses somptuaires que l'on envoie, notamment vis-à-vis de l'Union européenne, mais aussi, elle aurait pu dire un mot sur la politique migratoire de l'Union européenne, puisque j'ai déjà eu l'occasion de le dire, en réalité, le problème de la migration en France, des nouveaux migrants, ça n'est pas les migrants clandestins, ils représentent 10%, c'est fondamentalement l'objectif fixé par la Commission européenne d'avoir à peu près 3,8 à 4 millions d'immigrés nouveaux par an dans l'Union européenne qui ensuite circuleront par l'intermédiaire de l'espace Schengen. Voilà. Alors, ce que j'ai dit là, il y aura peut-être des fanatiques de Madame Marion Maréchal qui vont se scandaliser, qui vont dire oui. Ah, j'en ai vu qui disent parfois arrêtez de taper contre votre propre camp, contre le camp des patriotes. Mais ça ne veut rien dire. Je suis désolé de le dire. C'est pas mon camp, hein. Non, non. Moi, je ne suis pas du camp de M. Zemmour qui passe son temps à taper sur les immigrés, à soutenir inconditionnellement l'État d'Israël, même lorsqu'on est un carnage qui révulse la planète entière dans ce qui se passe à Gaza, ce qui ne veut pas dire qu'il faut donner l'absolution, bien sûr, sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais enfin, il y a quand même des limites. Même maintenant, même Macron, même la France ont exigé à l'Assemblée générale des Nations, au Conseil de sécurité des Nations Unies, et qu'il y ait un cessez-le-feu. Et ce sont les États-Unis, seul pays au monde qui a mis son veto contre cette affaire. Mais moi, je n'ai pas de rapport avec un parti comme celui-ci. Je n'ai pas de rapport avec un parti qui veut rester dans l'Union européenne, dans l'euro, dans l'OTAN. Hein. Donc j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment fondamental. Il y a des gens qui disent il faudrait pas qu'on critique et si ça. Si. Parce que j'estime que le problème de la France, c'est justement que beaucoup d'électeurs attribuent à Madame Le Pen ou à Monsieur Zemmour, à Monsieur Bardella ou à Madame Marion Maréchal des pensées qu'ils n'ont pas. J'ai vu sur un certain nombre de fils de discussion, notamment sur le Figaro, des gens qui écrivent « Vive Zemmour, vive le Frexit !» Il y a des gens qui pensent que M. Zemmour, que Mme Marion Maréchal, que Mme Le Pen ou que M. Bardella, en fait, si on vote pour eux, on aura la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'OTAN, on aura la paix. C'est incroyable. C'est incroyable, en fait. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, au lieu de prendre en compte toutes les déclarations qui sont absolument sans équivoque du tout de la part de ces deux partis, imaginent quelque chose qui leur convient à eux, qui est un fantasme, qui font dire à Zemmour, à Marion Maréchal, des choses qu'ils n'ont jamais dites, justement. Voilà. Donc mettez-vous bien dans la tête que si vous apportez votre bulletin de vote à Madame Marion Maréchal, eh bien vous aurez du Mélanie 2.0, vous aurez des députés, s'ils en ont, qui se rangeront justement derrière Madame Mélanie, ou du moins derrière ses députés. D'ailleurs, vous savez, pour la petite histoire, c'est un truc de famille, puisque le mari de Marion Maréchal, c'est un politicien italien
qui justement fait partie de Fratelli d'Italia, du parti de Meloni, qui est un proche de Madame Meloni, et donc ils anticipent, j'imagine, le couple de tourtereaux anticipe d'être tous les deux au Parlement européen, chacun ayant sa rémunération de députés européens, françaises et italiens. Ça fait quand même une jolie dotation pour le ménage, et donc on aura affaire à la politique du gouvernement italien actuel. Hein ? Donc il ne faut pas que les Français qui votent pour Marion Maréchal, pour la liste Maréchal, anticipent des choses qui n'auront pas lieu. Hein ? Accessoirement, je précise aussi que les députés européens n'ont absolument pas le pouvoir de modifier, si peu que ce soit, la politique migratoire qui est fixée par la Commission européenne, ni Schengen, ni rien. Hein ? J'ai déjà dit, l'avantage de voter pour l'UPR, c'est que nous, à la différence des autres, même si on n'a que quelques députés, 6-7 députés, il suffit que nous ayons 6 ou 7%, nous, on fera du scandale. C'est-à-dire que nous, on dénoncera en permanence le double jeu de la Commission européenne, la prévarication. Nous demanderons l'arrêt des transferts d'argent à l'Ukraine, des transferts d'armes à l'Ukraine. Nous demanderons l'arrêt des sanctions contre la Russie. Nous demanderons que des poursuites judiciaires soient lancées contre tel ou tel commissaire européen. Nous exigerons également que soient clarifiées les relations avec les États-Unis d'Amérique. Nous demanderons qu'il y ait des enquêtes internationales indépendantes qui soient faites sur la destruction de Nord Stream. Nous demanderons également qu'il y ait des enquêtes qui soient faites sur le cas de Julian Assange, par exemple, ou d'Edward Snowden, puisqu'on nous bassine avec le sort de Navalny, mais regardons également ce qui se passe du côté occidental. Eh bien, tout ceci, je peux vous assurer que vous l'aurez avec des députés UPR et vous ne l'aurez pas avec des députés ni de chez Reconquête, ni de chez Bardella du RN, ni d'ailleurs des LR de chez M. Bellamy, ni d'ailleurs, en fait, de tous les autres listes qui vont se présenter devant vous. Réfléchissez bien à tout ça. La seule façon de détruire le système de censure euro-atlantiste qui nous entraîne à la guerre, le 9 juin, c'est de mettre à la surprise générale un nombre incroyable de bulletins UPR dans l'urne. Vive la République, à bas l'Union européenne, vive la France et vive la paix mondiale.